On enchaîne du coup sur un Rex. C'est la salle des Rex, si vous avez pu voir cet après-midi. Avec du coup Samuel et Clément, que j'invite sur scène pour nous présenter le modèle Prismea pour lancer sa fintech sur AWS. Du coup, c'est parti pour 45 minutes de présentation. Je vous laisse peut-être vous présenter vite fait, les garçons. Oui, bah c'est prévu dans la présentation. On a un slide pour ça, donc on le fera juste après. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Allez, on bascule sur les slides et c'est parti parce que ça va être, je pense, assez intense en 45 minutes, en sachant que voilà, il y avait déjà eu une présentation de la société Prismea, un webinar avec les clients qui a été donné durant le premier confinement, et qui est très orienté métier. Celui-là est vraiment très orienté technique, et on a souhaité aller un peu plus loin sur les aspects techniques, justement pour vous montrer tout ça. Alors, hop, afficher. Bien. Clément, peux-tu me valider qu'on voit bien mon écran? Yes, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un Rex, un retour d'expérience technique sur la néobanque des pros Prismea. Et le titre, c'est le modèle Prismea pour lancer sa fintech sur AWS. Je te laisse te présenter, Clément, et puis je me présenterai juste après. Ok, et ben bonjour à tous. Du coup, moi je suis Clément Vessela, je suis consultant cloud chez Ypon. Et là, actuellement, je travaille du coup sur le projet Prismea depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Très bien. Et Samuel Bali, également de Ypon Technologies sur le site de Lyon. Je suis Solution Architect avec une grosse spécialisation sur la sécurisation du cloud. Aujourd'hui, du coup, je vous présente le sommaire. On va revenir vite fait sur le projet Prismea, mais très rapidement. On vous présentera aussi l'étude des architectures 100% cloud de Prismea. Ensuite, on fera un focus sur les aspects DevOps qui sont très importants sur ce projet. Vous le verrez par la suite du pourquoi, le pourquoi c'est si important. On présentera la stack Prismea, l'infrastructure as code, la CI/CD et tout ce qui est observabilité. Ensuite, un bilan sur 6 mois, parce que c'est vraiment intéressant. Pour rappel, le dernier ex, c'était comment Prismea s'est créé en 9 mois. Et là, on a donc depuis avril, on a du retour sur la production, et on va vous faire voir ça au niveau des performances et de la disponibilité de Prismea durant cette période. Ensuite, on vous présentera rapidement les nouveaux chantiers. Enfin, rapidement, on rentrera quand même assez dans le détail, en tout cas sur la partie data et machine learning, qui est vraiment la plus-value de Prismea. Et ensuite, un petit quick win sur les fintechs en conclusion. Et je vous laisserai la parole. N'hésitez pas à poser des questions pendant le Rex pour pas perdre le fil, et on y répondra à la fin. L'aspect Prismea, c'est une néobanque pour les professionnels, pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc voilà, c'est un fonctionnement qui est assez différent des néobanques pour les particuliers. Et la particularité en plus de Prismea, c'est qu'elle est basée à 100% sur le cloud AWS. On a vraiment une néobanque qui n'a pas d'interconnexion hors que sur le cloud d'une façon ou d'une autre, et qui offre via de l'intelligence artificielle, ça on le verra plus tard, des services novateurs qui font une plus-value pour cette néobanque. Alors, un petit focus sur le début du projet. Le besoin, c'était bien sûr de partir de zéro, parce que actuellement on n'a aucun bagage sur le cloud en termes de néobanques. Ou si on en a, c'est chez la concurrence, bien évidemment. Ensuite, c'est une application bancaire, donc sur le cloud, donc des restrictions fortes, et puis un métier qui est quand même
impactant. Et ensuite, une deadline très courte. Donc, on n'avait que quelques mois pour déployer, on va dire, le cœur de métier de Prismia, c'est-à-dire les services de banque, virement, commander une carte bleue, payer avec ses cartes bleues, voir sa trésorerie. Voilà, on n'avait que quelques mois pour rendre ça possible. Et puis, il y avait également un besoin de monter en compétences parce que la sécurisation, le métier bancaire fait qu'il y a des spécifications pour les développeurs et pour le cadrage de l'infrastructure derrière qui est lié à la banque, mais aussi une montée en compétences des équipes parce que le but pour Ypon, c'était d'accélérer le démarrage de Prismia pour tenir cette deadline très courte. Mais par la suite, la société souhaite être indépendante et avoir ses propres développeurs, ses propres équipes techniques et pouvoir gérer ça toute seule. Donc, elle a aussi besoin de monter en compétences. Et le but, c'était d'être serein, c'est-à-dire pour pouvoir assurer une productivité sur 9 mois, il faut se donner les moyens techniquement derrière de le réaliser et ça passe par l'usine de déploiement DevOps. Et un point qui était aussi super important, c'est les coûts qui devaient être proportionnels au travail des développeurs. Parce qu'effectivement, on est dans une start-up, les fonds ne sont pas illimités, même si on partait d'une belle enveloppe. Je vous ai mis ensuite le lien vers la présentation qui a été donnée il y a maintenant un peu plus de 6 mois. C'est une présentation sur Prismia, mais c'est une présentation non technique. Il y a un tout petit peu de technique derrière, mais c'est vraiment une présentation abordable, alors qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le technique. Et on commence tout de suite avec l'étude de la solution qui va vous être présentée par Clément. Merci Sam. Alors du coup, on va s'intéresser à ce qui a été proposé concrètement par Ypon pour répondre à ces problématiques. Donc comme Samuel l'a souligné, Prismia partait de zéro. Donc on est vraiment parti from scratch sur ce projet, et notamment en termes d'infra où on partait vraiment d'une feuille blanche. Et donc cette absence de legacy, ça nous a permis d'avoir pas mal de flexibilité et de liberté dans l'archi qu'on a pu proposer. Donc on va s'intéresser à 3 points de ce qui a été fait. Donc on va s'intéresser excusez-moi. On va s'intéresser à l'architecture back-end. Donc ce qui a été proposé, c'est une API en microservice Gipster. On va s'intéresser à un exemple d'archi front-end. Donc on a proposé une architecture 100% serverless pour la partie front-end. Et on va s'intéresser rapidement à la problématique de l'architecture de l'industrialisation et de l'outillage pour la partie DevOps. Voilà. On voit pas le schéma. Voilà, impeccable. Ici, on a un schéma de l'architecture, donc de ce qui a été proposé pour les microservices back. Donc, on va balayer rapidement quelques services. Donc, on voit qu'en frontal, on a utilisé une API Gateway, donc qui nous permet de nous apporter une couche d'abstraction dans la construction de l'API, et notamment dans tout ce qui va être des schémas de routage. Et également, ce qui va nous permettre de diversifier nos sources de back-end, donc à savoir qu'on peut notamment interfacer avec de la Lambda ou avec des ALB. Pour la partie virtualisation, on est parti sur le choix de ECS Fargate pour gagner en simplicité de gestion, notamment sur tout ce qui est gestion des nodes, et pour nous apporter tout ce qui est outils de déploiement et tout ce qui va être vraiment la partie virtualisation et location de ressources. Pour la partie messaging, on est parti sur AWS MSK, qui nous a très grandement facilité le run d'un cluster Kafka, sachant que c'est scalable en in, en out, en up, en down, et que c'est complètement managé. Donc voilà, ça a été un gain de temps très appréciable. Ensuite, pour la partie métrique, observabilité, on a fait le choix de partir sur la solution qui est proposée par Datadog. Et pour tout ce qui est partie base de données, on est parti sur du RDS, Postgres, Aurora. Donc les points forts de cette infrastructure, c'est déjà qu'elle est scalable. Donc on a la possibilité de scaler, que ce soit au niveau de la couche de virtualisation avec ECS. En frontal, on a des services qui sont serverless, donc API Gateway, donc on n'a pas ces problématiques de scaling là. C'est une archi qui est hautement observable, donc on centralise tout ce qui est métrique, log, et tout l'alerting va être centralisé dans la couche Datadog.
Et c'est une architecture qui est fiable, avec beaucoup de services serverless, beaucoup de résilience, et qui est répétable du coup qui nous permet de respecter vraiment toutes les bonnes pratiques de résilience en cloud AWS. On va du coup s'intéresser maintenant à la partie front-end. Donc la partie front-end qui est beaucoup plus simple. Donc on va avoir des sites qui vont être servis tout simplement à travers des CloudFront et des buckets S3. Donc on a fait le choix de partir en Vue.js. Donc le code Vue.js est servi par les CloudFront qui ont du coup comme origine soit des S3 buckets, soit des Lambda at Edge. Et évidemment, tout l'aspect observabilité, donc tout l'aspect log métrique est centralisé dans Datadog. Donc les points forts de cette archi proposée, c'est qu'elle est full serverless. On n'a absolument aucun serveur pour la partie service des fronts. Elle n'est pas chère. Par défaut, elle coûte très très peu d'argent et au run aussi. Elle est très scalable et elle est très fiable du fait que justement on utilise des services qui sont full managés et que cette infra est full serverless. Donc, on va s'intéresser maintenant rapidement à l'architecture de l'industrialisation et de l'outillage. Slide suivante. Ah. Est-ce qu'on a perdu Samuel ? On a perdu Samuel, visiblement. Il a invité un refus. Il est toujours invité. Peut-être un problème de connexion. Ah. Alors attendez, je vais partager l'écran moi-même. Hop. Je vais partager les slides pendant son absence. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran ? On ne voit pas ton écran. Ouais, je suis en train d'essayer de corriger. Je sais pas. On a eu un problème de connexion, je crois. On a été... Je ne sais pas si ça venait de moi ou de toi. Je m'excuse de ce problème technique. A priori, c'était toi. Pas grave. Ok, j'ai changé de connexion réseau si ça venait de ça. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Ouais. Hop, du coup, on va récupérer les slides. Voilà. Du coup, on allait passer à la suivante. Très bien. Voilà. Donc, du coup, la partie industrialisation de l'outillage. Donc, on voit qu'on est parti sur une séparation qui respecte les standards des best practices AWS. Donc, avec un account AWS qui va être dédié à la gestion des outils d'admin. Et derrière, on a séparé nos différents comptes, donc en fonction des environnements. Donc un compte dédié aux environnements de non-prod, un compte dédié aux environnements de production, et après la même séparation pour les environnements de DataML. On a également mis en place du coup une partie SSO, donc qui est gérée dans la zone d'admin, qui permet de centraliser la gestion des droits et la gestion des applications qui sont proposées aux développeurs et aux équipes de développement, et au passage d'implémenter tout ce qui va être implémentation des MFA. Donc on se sert majoritairement de l'outil GitLab CI. Donc on a notamment dans notre zone d'admin différents clusters de runners qui vont assumer des rôles IAM, et qui vont par la suite, pour intervenir sur les différents comptes, via de la SUMRole, aller assumer ces rôles dans les différents comptes. Donc ça nous permet d'avoir une granularité assez fine dans la gestion des droits.
et ça nous permet d'éviter de transmettre notamment des credentials. Donc voilà, donc on voit tout ce qu'on a comme outil. On a notamment aussi un SonarQube, donc pour tout ce qui va être analyse de la qualité de code. On va centraliser sur la zone d'admin tout ce qui va être la gestion du locking côté Terraform, et on va aussi centraliser tout ce qui va être CloudTrail et gestion log d'accès, et le container registry, donc pour héberger des images Docker. Voilà, donc on va passer maintenant à la partie DevOps Forever pour s'intéresser un petit peu à comment la philosophie DevOps nous a aidé à mettre en place des process et à mettre en place une CI/CD de bout en bout et de l'infra as code. Donc on va présenter rapidement, on va passer sur cette slide assez rapidement. Donc on voit ici donc la roue du DevOps avec les différentes phases et les différents outils qu'on a utilisés pour adresser les différentes phases, sachant que les plus importants vont être Terraform et GitLab CI. Donc Terraform et GitLab CI, pourquoi ? Donc on va s'intéresser à la question de l'infrastructure as code. Donc pour rappel, donc l'infrastructure as code, ça, comme son nom l'indique, ça nous permet de définir des ressources d'infrastructure et des ressources ops sous la forme de code. Donc ça va nous permettre une automatisation. Donc une automatisation soit de la création, de la gestion des ressources, de la gestion de leur cycle de vie, de la gestion de leur configuration. Le fait que ces fichiers de code soient des fichiers de code, justement, ça va nous permettre également de les versionner et donc de nous apporter de la traçabilité, donc avoir une vue sur toutes les actions qui ont été effectuées à tous les moments sur l'infrastructure, de pouvoir avoir une trace de qui a fait quelle modification à quelle heure et de réduire donc tout cet aspect Shadow IT. Ça va nous apporter de la résilience, notamment par le versionning. Ça va nous permettre de tenter des opérations, de les rollback plus facilement. Donc que ce soit par un rollback de l'infra as code en lui-même ou par un rollback des states pour ce qui est la gestion des états. L'infra as code va nous apporter un truc, c'est la reproductivité, qui va nous permettre donc de répéter des patterns d'infrastructure à travers différents comptes ou sous différentes formes. Et enfin, tout ça, ça va nous permettre d'apporter beaucoup de vélocité au processus de développement et aux workflows qui ont été mis en place. Ça va permettre donc notamment à des développeurs qui n'ont pas forcément de notion de gestion d'infrastructure et des problématiques ops, donc de popper des environnements de manière sécurisée à la volée selon les standards qui auront été définis. Et donc, pour répondre à ce besoin d'infrastructure as code, on s'est donc tourné vers Terraform, donc la solution d'HashiCorp. Pourquoi Terraform ? Parce que Terraform est déjà multiplateforme, donc on va pas se contenter simplement de créer nos ressources cloud avec. Ça va vraiment englober via les différents providers. Ça va englober tout ce qui va être gestion, tout ce qui va être monitoring, donc via le provider Datadog pour Terraform, tout ce qui va être gestion des bases de données, notamment des utilisateurs. Donc ça va nous permettre vraiment de gérer toutes les ressources qui sont liées aux problématiques Ops dans un seul outil central et de permettre d'enforcer leur configuration. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser plus à la partie CI/CD. Donc CI/CD, donc pour Continuous Integration, Continuous Delivery. La CI/CD, ça va nous permettre de définir des workflows de livraison, donc de définir ce qui fait qu'un livrable est conforme ou est pas conforme, de définir son mode de livraison, son mode de déploiement. Ça va nous permettre de définir ça et de les valider et de définir réellement ce qui fait qu'une mise en production est considérée comme réussie ou pas, et de comment livrer les différents applicatifs. Ça va nous apporter évidemment énormément de vélocité au niveau des équipes de développement.
On n'a plus à attendre une mise en production tous les 6 mois. Là, on est sur des chiffres de plusieurs déploiements en production sur une demi-journée, quoi. Donc, on réduit très fortement le cycle d'itération des différents applicatifs. Ça va nous permettre une centralisation, donc pour tout ce qui va être des environnements de build notamment, étant donné que les builds vont être faits dans la CI, ça va nous permettre d'uniformiser un petit peu tout ça. Ça va nous permettre aussi de centraliser tout ce qui va être au niveau des déploiements Terraform. Donc ça va nous apporter des possibilités. Et un des avantages du coup de la CI/CD qui découle un petit peu de tous ces autres avantages, c'est l'aspect reproductivité, une fois de plus. Ça nous permet d'éviter les erreurs humaines, d'éventuellement permettre de skipper des tests. Là, on est vraiment sûr à chaque livraison que tout a été testé de manière conforme et que le résultat est conforme via notamment le système des tests end-to-end. Que le résultat livré est réellement conforme et qu'il n'y a rien qui ne soit pas testé qui atteigne la production. Et donc pour ça, on s'est tourné vers GitLab CI du fait qu'on avait déjà la partie gestion de code chez GitLab et que GitLab CI est un outil de CI plutôt abouti. Voilà, donc on va présenter un petit peu notre workflow de DevOps et de déploiement chez Prismea. Donc pour ça, on va repartir du coup de la roue du DevOps. Donc la première étape qui va être le plan, on va gérer ça via des issues GitLab. Donc ça va nous permettre de définir d'un point de vue fonctionnel le résultat qui est attendu. Ensuite, pour la partie code, on va passer des merge requests, donc qui vont être directement générés à partir des issues. Et du coup, à chaque merge request qui est créé, on va créer dynamiquement avec Terraform un environnement de test qui va être associé. Donc ça va permettre aux développeurs de pouvoir tester ces modifications du microservice sur une branche et donc de tester en conditions réelles vraiment son comportement et de passer toute la chaîne de test avant de pouvoir être mergé. Donc du coup, on va commencer avec les phases de build et de test, donc qui vont passer par des tests de syntaxe côté Terraform, qui vont passer par des tests unitaires, tests d'intégration d'un point de vue applicatif, donc avec Maven. On va avoir le build du coup de l'applicatif qui va être fait avec Maven et notamment un plugin Maven qui s'appelle Gib et qui va nous permettre de construire les images Docker à partir du code qui a été pushé. Et ensuite, on va passer à l'étape de test, donc où on va popper dynamiquement un environnement de test qui contiendra cette version du microservice et qui va pouvoir être testé. Donc qui va être déployé concrètement et qui va notamment avoir un test end-to-end sur la branche, donc pour tester réellement que toute la batterie de test est réellement respectée. À partir du moment où ce cycle-là est validé, donc il va y avoir une période de validation, donc d'approval notamment des différents développeurs. Donc une fois que ce travail va être accepté et va pouvoir être mergé, on va passer du coup à la step de release. Donc qui va être un merge sur la branche master du repo du microservice. Et là, on va répéter du coup le même pattern, donc build, test, deploy. Une première fois sur un environnement master du compte de non-production, donc qui fait office de pré-production. Ça va nous permettre de rejouer les tests end-to-end une fois de plus dans des conditions ISO à la prod. Et à partir du moment où les tests end-to-end sont passés sur cet environnement ISO, on va pouvoir rejouer exactement le même pattern sur la production. Donc, on peut passer à la suite. Donc, du coup, après l'étape de deploy, on a l'étape d'operate. Donc, nous, on a choisi du coup d'utiliser ECS Fargate. Et on a choisi le workflow suivant, notamment pour tout ce qui va être gestion de la gestion des containers. Donc on a un microservice, on a un ALB privé qui est dédié par microservice.
Donc, dans son état initial, on va avoir différents services Fargate avec des tasks définitions. Donc, ils vont définir la structure des différents pods qu'on embarque. Donc, avec un conteneur dédié au microservice, un conteneur dédié à l'agent Datadog et un conteneur dédié à l'agrégation de logs. Donc, cette task, elle va être répétée 3 fois, donc sur les 3 AZ pour plus de résilience. Et à chaque nouveau déploiement, donc on va aller créer une nouvelle task révision. Tac, là il y a une transition, Sam. Voilà, donc du coup, on va procéder en AB. On va popper une nouvelle task révision. Donc il y a 3 nouvelles tasks qui vont être popées et qui vont devoir passer du coup les health checks au niveau de la LB. Et à partir du moment où les health checks sont considérés comme OK, on va revenir dans un état initial, du coup, par le déprovisionnement des anciennes tasks définition. Donc, voilà. En sachant du coup que ces tasks définition sont pluguées sur les mêmes, notamment ALB interne et sur le même Kafka, donc pour tout ce qui est gestion des messages pour les services qu'ils nécessitent. Voilà. Et donc, on va passer à la dernière étape de la roue, donc qui va être le monitoring. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a de l'agrégation de logs du coup au niveau de la structure des pods. Donc, ces logs ils vont être centralisés sur l'outil Datadog, au même titre que les métriques qui du coup sont remontées par l'agent Datadog pour une partie et qui sont crawlées sur CloudWatch pour une autre partie. Donc, le fait d'avoir tous nos logs et nos métriques dans Datadog, ça va nous permettre de définir de l'alarming. Donc, tout ce qui va être création de monitors. Et après, ces monitors vont être reliés via une intégration à Slack, qui va nous permettre du coup de recevoir un petit peu toutes les alertes et tous les dysfonctionnements remontés par le monitoring directement aux équipes d'IT, que ce soit dans un contexte du coup de production ou dans un contexte d'astreinte. Et pour vous parler un petit peu plus en détail de Datadog, je vais redonner la main du coup à Samuel. Ah oui. Alors déjà, pourquoi on a choisi Datadog comme outil d'observabilité? La raison est assez simple et évidente pour nous, c'est qu'on souhaitait intégrer cet aspect observabilité directement dans le déploiement de l'infrastructure. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a beaucoup de mise en production par jour. C'est ce qui veut dire qu'on génère beaucoup d'environnements par jour. Ce qui voudrait dire que si on n'avait pas automatisé cette tâche, on n'aurait pas pu faire ça parce qu'on n'aurait pas eu l'observabilité sur l'application. On aurait été incapable d'avoir cet aspect-là. Et en plus de ça, on souhaitait également avoir un outil central en fonction des postes parce que effectivement, cet outil n'est pas uniquement réservé à des visions, on pourrait dire techniques. Elle est aussi là pour les aspects sécurité, même si on met ça dans la technique. Elle est aussi là pour le support derrière aux clients. Et puis, elle est là pour l'aspect business. On est capable de calculer des métriques business et de les surveiller avec Datadog. En plus de ça, vraiment, les entrées sont très complètes. On a des intégrations pour AWS. Il y a un partenariat avec AWS qui est fort derrière. Donc, ça matche bien entre eux. Ça matche vraiment bien avec l'infrastructure. Et ensuite, voilà, on a aussi la possibilité de connecter tout ce qui est outils de sécurité avancés, ce qui est vraiment un avantage dans notre cas. On va dire c'est également l'outil qu'on utilise pour faire la supervision de la sécurité de manière générale. Alors, ce qui était important aussi pour nous, c'était de vous présenter un bilan sur 6 mois. Il y a un petit écho, Clément. Donc déjà, en termes de performance, on a vraiment des performances qui sont au rendez-vous. Et ça passe pas par seulement l'infrastructure, ça passe aussi par les procédés qui ont été choisis pour onboarder les clients. C'est-à-dire que dès le début, le client, si vous êtes dans une banque classique, si vous essayez de rentrer dans une banque, vous savez qu'il y a plein de documents à remplir, des documents à fournir. Il faut prendre un rendez-vous avant avec un conseiller. Là, l'idée, c'était de pouvoir onboarder de nouveaux clients rapidement. Donc après, il faudra avoir bien sûr l'infrastructure qui suit cette accélération des arrivées
nouveaux clients. Donc la méthode qui a été choisie, c'est un dialogue de type chat pour envoyer et valider ces documents grâce au machine learning. Donc on a voilà, des partenaires qui nous permettent de vérifier les documents et l'onboarding se fait en quelques minutes. Le but, je ne me rappelle plus des chiffres officiels, mais je crois qu'on était dans... Il faut qu'un onboarding, ça puisse se faire en 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc on a la possibilité, on va dire, applicatif, d'avoir un grand nombre de personnes qui arrivent à toute heure et qui sont capables de s'onboarder en quelques instants. Ensuite, on a une infrastructure qui est basée justement sur l'autoscaling pour pouvoir grossir à la volée et pouvoir descendre en cas de baisse d'adhésion, d'utilisation de la plateforme, par exemple pendant la nuit, tout simplement, ou pendant les périodes estivales, peut-être dans certains milieux professionnels. Et le but, c'est d'aligner l'infrastructure sur les coûts, tout simplement. Et ensuite, ça, c'était vraiment un chantier important, c'est-à-dire la sécurité. Dès qu'on va parler de néobanque, on va avoir des tentatives malveillantes d'intrusion sur l'application. Ça peut passer par des tentatives d'attaque, mais ça passe surtout par la création de comptes, frauduleux pour faire des actions malveillantes derrière. Et l'application est capable justement de mitiguer tous ces risques qui arrivent, c'est-à-dire on est capable de détecter très rapidement la création d'un compte malveillant et le supprimer. Le but, c'est vraiment de conserver les performances pour les clients et de sortir tout ce flux d'arrivées malveillants qui pourrait arriver et qui est malheureusement courant chez les néobanques. En termes de disponibilité, plutôt on va parler en termes de downtime et d'incidents. Sur la période de 6 mois, on a eu 8 minutes de downtime partiel, c'est-à-dire que l'application est découpée en microservices. Un ou plusieurs microservices ont été endommagés à un moment donné sur une période de 8 minutes, mais l'application n'a jamais tombé dans son ensemble. C'est-à-dire que peut-être, pour donner un exemple, même si c'est pas exactement découpé comme ça, le microservice qui gère les virements est indisponible 1 minute, mais derrière, on pouvait accéder, on pouvait adhérer à la plateforme, se connecter sur la plateforme, on pouvait voir sa trésorerie, on pouvait s'onboarder sur l'application, mais l'application avait quand même un dysfonctionnement partiel. Et en tout, on a à peu près un incident de production par mois, ce qui, si vous faites de l'infogérance, c'est complètement ridicule. Voilà, surtout qu'on a derrière 6 incidents pour une disponibilité de 8 minutes. Donc, on peut voir que derrière, ça tourne et on peut voir aussi que notre réactivité, elle est possible grâce à Datadog sur ces sujets-là. Et en tout cas, on peut surveiller nos SLA également avec Datadog, ce qu'on n'avait pas précisé encore. Et c'est plutôt intéressant. Au niveau des nouveaux chantiers, une fois cette période de 9 mois terminée, l'application en production, l'intérêt de Prisma, c'est quand même de proposer des atouts novateurs sur son application pour se différencier du marché et utiliser les nouvelles technologies pour ça. Donc, bien sûr, l'application, l'infrastructure est totalement upgradable. Et surtout sur les chantiers data, IA et machine learning, on vous fera un focus technique dessus après. Par exemple, à quoi ça peut servir le machine learning sur une banque? Ça peut faire tout simplement du conseil sur la trésorerie, ce qui est pas mal pour des entreprises, ce qui a peut-être un peu moins d'intérêt par exemple pour des particuliers. Ça peut pouvoir par exemple proposer des prêts court terme instantanés, c'est-à-dire que la personne clique sur un bouton, on peut imaginer cette solution-là, hein. On clique sur un bouton, instantanément, on est capable de dire oui ou non, on vous accorde pas le prêt, parce qu'on a des données, on sait comment ça va se comporter, on peut valider le comportement instantanément. On peut également, maintenant, on a pu avancer sur le chantier sécurité.
C'est-à-dire que l'application a été sécurisée, bien évidemment, avant sa mise en production, mais on peut aller beaucoup plus loin maintenant avec les outils de sécurité avancés. Sur AWS, par exemple, on peut citer GuardDuty pour faire, via des algorithmes de machine learning, de la sécurité, par exemple, préventive. Il y a déjà des solutions qui sont internes chez AWS, et après, on peut aller encore plus loin, proposer des remédiations de sécurité automatique. C'est tous des chantiers qui peuvent arriver. Et puis, pareil, au niveau de l'observabilité, une observabilité augmentée avec entre guillemets, de la maintenance préventive, savoir quand l'application risque de tomber. On est également sur ces chantiers-là. Et sur l'optimisation financière, là, c'est toujours pareil, hein. Quand on arrive sur le cloud, peu importe le projet, on peut optimiser le cloud, le prix du cloud à partir d'un certain moment. Et pour tous ces piliers, je voudrais dire, de l'architecture, on s'est également rapproché d'AWS pour passer des revues well architected dans le but de s'améliorer en continu sur ces chantiers-là. Donc, on a mené déjà deux revues qui ont à peu près résolu, sur la deuxième phase, on avait résolu plus de 60% des risques, en sachant qu'on n'avait pas de risque élevé. On était sur du médium et du bas, et que ce n'était pas forcément des risques de sécurité, hein. Quand je parle de risque, ça peut être sur la scalabilité, sur les performances, c'est sur les coûts. Voilà. Donc, on a déjà pu résoudre pas mal de chantiers, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et je vous le conseille sur vos architectures AWS. L'avantage, c'est que la première revue est gratuite, et que si vous résolvez, je ne sais plus combien de points, je crois que c'est 10 points euh, à résoudre sur une deuxième revue, vous avez un crédit financier, donc je ne vais pas dire le montant parce que j'en suis plus certain, de quelques milliers d'euros qui vous permet de faire des économies substantielles sur votre architecture. Et du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu en termes de data et de machine learning, donc les prochains chantiers de Prismea. Donc ça, c'est ce qui a été proposé pour le kick-off entre guillemets de la partie DataML. Donc avec du AWS Data Pipeline pour la partie inférence des data sur les comptes de DataML. Donc, on va définir différents pipelines qui vont aller piocher différentes sources de data sur les comptes de production, donc les données qui sont générées par l'application de production. Ces différentes données, elles vont être formatées différentes selon les différents data pipelines. Elles vont être poussées directement sur les accounts de DataML dans des buckets S3 qui vont du coup être utilisées en qualité de data source par les différents composants SageMaker. Donc on va avoir les notebooks instances, donc qui vont nous permettre, qui vont permettre d'apporter rapidement des machines relativement puissantes à nos data scientists, donc pour faire notamment tout ce qui va être la partie exploratoire du DataML. On va passer du coup via des entraînements donc à la génération des modèles, et ces modèles vont par la suite être exposés du coup sous la forme de endpoint SageMaker qui vont être exposés en HTTPS vers les acomptes applicatifs via une API Gateway. Donc ils vont être consommés par des microservices dédiés pour les différentes problématiques. Directement sur les acomptes de DataML. Donc on voit bien en fait dans ce workflow que c'est les données de production qui vraiment nous apportent une grosse partie des données d'entraînement pour la partie DataML, et que ces acomptes applicatifs sont derrière reliés aux différents acomptes de DataML. Donc ça va nous permettre à terme de déployer une chaîne de CI/CD de bout en bout, en suivant la même logique que ce qui avait été proposé pour l'architecture des microservices back, pour s'assurer du coup de la qualité et de la pertinence des modèles et de la pertinence de leurs améliorations.
Et on va pouvoir passer du coup à la partie conclusion. Exactement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans les temps. Donc, vous allez pouvoir poser plein de questions juste après. Pour revenir sur cette conclusion, le sujet était, je vous le rappelle, comment créer sa néobanque dans le cloud. Surtout, voilà, vous l'avez vu, nous, on avait une forte contrainte aussi au niveau du temps. Ce qu'on a choisi dès le début, c'est vraiment de faire un focus, de passer du temps sur l'usine de déploiement, de faire une architecture cohérente et qui était à la fois cohérente et évolutive. On n'a pas dessiné l'architecture complète dès le début, parce que c'était pas réaliste du tout. Et ça nous donnait beaucoup trop de contraintes. Donc, il faut une architecture qui évolue avec l'évolution de votre application. Et l'usine de déploiement, c'est ce qui a permis de tenir ces délais. C'est-à-dire que les semaines les plus actives, on avait fait des pics à plus de 300 mises en production par semaine. Imaginez faire ça dans un cycle en V avec... c'est improbable. C'est intenable. Donc l'usine de déploiement, la CI/CD, et le déploiement continu, c'était un must-have pour le projet, et sans ça, on n'aurait pas pu réussir. Le choix d'AWS n'était pas non plus neutre sur l'aspect cloud. Euh, AWS se vante que la sécurité est sa priorité numéro un. Et en tout cas, ce qu'on a pu remarquer sur ce projet-là, c'est qu'au niveau de la sécurité, on a pu respecter toutes les exigences bancaires qu'on s'était fixées. On a pu activer des solutions pertinentes au niveau de la sécurité et qui sont des solutions avancées des fois. Tout à l'heure, j'ai cité Garde d'outils. Avoir une supervision de la sécurité sans avoir d'équipe dédiée sécurité derrière. C'est-à-dire que c'est les équipes techniques qui gèrent la sécurité et qui ont l'ensemble de la vue de la sécurité là-dessus et qui ont également tous les dashboards, tous les moyens de détecter des intrusions et de les corriger, en sachant que voilà, il y a déjà des blocages automatisés à certains endroits. Ensuite, au niveau des coûts, clairement, on démarrait une start-up de zéro. On avait finalement pas tant de fonds que ça, vu les développeurs qui a fallu impliquer sur le projet, les équipes commerciales, les équipes de gestion, les supports bancaires et tout ça. Les montants de départ n'étaient pas si élevés que ça. Et on a dû avoir une infrastructure qui suivait les coûts de développement. Il fallait vraiment s'aligner dessus, passer en mode pay as you go. Et ça, pareil, on n'aurait pas pu le faire sur le cloud. Imaginez, en dehors du cloud, imaginez sur du on-premise, devoir acheter, je sais pas, démarrer le projet avec déjà 200, 300 000 euros de dette et on n'a encore rien fait, on a juste du matériel. Donc c'était pas possible, c'était aussi le cloud qui a permis de pousser ça. Et puis au niveau de la supervision, il faut quand même le dire, passer sur des outils de type Datadog qui sont quand même des outils cloud natifs et qu'en plus sont des solutions SaaS qui nous permettent de nous déléguer de cette administration, ça nous permet aussi d'évoluer. Ce qu'on a fait également avec le cloud, c'est aussi un des points forts du cloud, c'est-à-dire que le côté Ops, eh ben, il a été fortement diminué, la charge Ops a été fortement diminuée parce qu'on est sur des services managés. Et le but du cloud, c'est aussi de ne pas reproduire l'exactitude de ce que vous avez sur on-premise et de se servir des services managés qui sont proposés par les différents cloud providers, parce que c'est ce qui fait vraiment la force et l'accélération qu'on peut avoir derrière. On se focus vraiment comment je pourrais dire ça, sur le développement de notre application, sur l'innovation, et on se focus plus sur les aspects techniques, parce que le but de Prismia, encore une fois, c'est faire de la banque, c'est pas de gérer une infrastructure informatique derrière. Et en conclusion, moi je rajouterais aussi que le modèle Prismia, justement, qu'on a essayé de vous présenter, pour moi, c'est vraiment l'application concrète de la philosophie DevOps, le choix d'outils cloud native. Et vraiment, pour moi, ça a été une belle démonstration de la rentabilité
de prendre le temps de vraiment poser des outils d'industrialisation et une CI/CD de bout en bout. C'est un investissement initial, mais qu'on a très très vite rattrapé en termes de gain de vélocité. Et voilà, pour moi, ça caractérise vraiment le modèle Prismea, les outils cloud native, la philosophie DevOps, la CI/CD, l'infra as code. Et pour moi, c'est ce qui nous a permis justement de tenir les délais qui étaient courts, de tenir la charge de travail en automatisant systématiquement les tâches répétitives. Et c'est ce qui nous a permis de tenir ce projet vraiment dans le contexte qu'il était. Très bien résumé. Je le redis encore une fois, si ce Rex vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire Prismea, je vous conseille d'aller voir le webinar. Donc, il est dans la description de cette présentation et puis il vous sera rediffusé par la suite. Voilà, je vous conseille vraiment, si ça vous a intéressé, pour en savoir un peu plus sur cette néobanque. C'est un webinaire qui a été tourné avec une des cofondatrices. Voilà. Et puis je vous laisse, on va passer aux questions et puis avec Clément, on va essayer de répondre à vos questions. Du coup, j'ai mis le lien du webinaire dans le chat. Je n'ai pas vu de questions. Peut-être qu'il y en aura là en direct. Ah si. Ah non, pardon. C'est une autre. C'est une ancienne. Pas de questions apparemment. Ça avait été clair. Tout a été bien expliqué. Ok, du coup, il est 16h30. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, vous rendre en salle détente pour ceux qui potentiellement auraient des questions supplémentaires. Et du coup, on va marquer une courte page de pub pour se retrouver à 16h40 pour le Rex Marketplace ADO. Merci beaucoup, Clément et Samuel, de votre présence, de votre participation. Avec plaisir. Puis, à très vite. À très vite.